7 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Plus que 48 heures pour les partis politiques qui ne sont pas à jour pour compléter leur dossier de candidature à la Sénat. Mais le parti déclaré d'opposition, les démocrates, n'a toujours pas la fiche de parrainage manquante. Dans une lettre, le premier vice-président du parti invite son camarade et collègue à remettre la fiche au parti en vue de sa participation à la présidentielle de 2026. Suivez dans ce 13 heures au Bénin les réactions plutôt des internautes sur ce malentendu au sein des démocrates. Octobre rose, mois consacré à la lutte contre les cancers féminins. Dans ce journal, nous vous emmenons à la découverte de Dame Angèle, cette femme qui lutte depuis plusieurs mois contre le cancer du sein. Et puis, commémoration des 10 années d'anniversaire de décès du général Mathieu Kérékou. Retour dans cette édition sur l'essentiel à retenir des manifestations. À nouveau, bonjour. Nous allons, comme annoncé en titre, à la découverte d'une femme souffrant du cancer du sein à Parakou. Angèle, une femme atteinte de cette maladie qualifiée de tueuse silencieuse, livre un témoignage bouleversant. Malgré la douleur, la fatigue, elle garde l'espoir et la détermination de vaincre la maladie. Mais aujourd'hui, le poids des traitements médicaux, de plus en plus coûteux, dépasse ses moyens. Sans soutien, son combat devient chaque jour plus difficile. Angèle en appelle désormais à la solidarité et à la compassion des personnes de bonne volonté pour poursuivre ses soins et espérer un jour retrouver une vie normale. Le reportage est signé Karine Djegui Sokrata d'Antoine. Ce mois d'octobre rose au Bénin, elle souffre depuis un certain temps du cancer du sein. Dame Angèle raconte le début de cette mésaventure. Tout a commencé, j'ai senti une petite boule au niveau de mon sein droit qui me démangeait, je gratte. Ça me démange, je gratte. Au fur et à mesure, ça me gratte. Et puis, j'ai eu un malaise. Je suis allée à l'hôpital et on m'a gardé là-bas. On m'a dit de faire un test. J'ai fait un test de grossesse. Donc, ils ont détecté que j'étais enceinte, mais que je ne devais plus retourner chez moi, que la grossesse avait fait extra-utérine. On m'a gardée à l'hôpital pendant quelques semaines. Je suis revenue à la maison. J'ai dû montrer mon sein à la sage-femme. Elle m'a dit, bon, que ce qu'on va faire, de rentrer d'abord quand je ne peux pas d'abord bouger, de rester couchée. Angèle Poukini a mené des démarches sanitaires à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta et à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, où le cancer du sein a été confirmé. Une maladie qui la ronge, la met dans la détresse, faute de moyens financiers. Actuellement, ce que je ressens vraiment, je ne peux que le dire. J'ai mal au dos, j'ai mal au sein. Je ne dors pas la nuit. Je ne marche pas. Pour mes besoins, on me prend et tout. Je suis assise du matin jusqu'au soir, je ne me lève pas. Mariée et mère de 3 enfants, Angèle Poukini vit avec le cancer du sein avec beaucoup de difficultés. Le sein droit est complètement pourri, déformé et en putréfaction très avancée. Vivant dans l'angoisse et dans une détresse totale, Angèle lance cet appel à l'endroit des bonnes volontés. Vraiment, je demande de l'aide. Je demande aux autorités. Je demande également toute personne de bonne volonté qui peut me venir en aide. On m'a demandé une énorme somme. On m'a dit de prévoir à partir de 2 millions jusqu'à 5 millions pour suivre une chimiothérapie, une radiothérapie. Pour commencer, il faut au moins garder au moins 4 millions. Angèle Poukini réside à Parakou, dans le 2e arrondissement, plus précisément au quartier Arafat, fait par l'évoqueur. Pourvu que ce cri de cœur tombe vraiment dans des oreilles bienveillantes. Le groupe de travail Women Business and Law a tenu ce mercredi 15 octobre 2025 sa rencontre annuelle d'échange et de partage. Une rencontre organisée sous la tutelle du ministre de l'Économie et des Finances et de la Banque mondiale. Elle permet de faire le bilan des acquis en matière d'égalité du genre au Bénin et de mener des réflexions sur les approches de solutions pour améliorer les scores du Bénin en matière de genre en Afrique. Plus de précisions dans ce compte rendu de Candido Winter et Rachidi Soubero. L'égalité entre les hommes et les femmes
C'est la principale problématique au cœur de cette rencontre annuelle entre le groupe de travail Women Business and Law, les avocats, juges, huissiers, universitaires et organisations de la société civile. Une matinée d'échange et de partage pour passer en revue les avancées enregistrées au Bénin en matière d'égalité du genre. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2020 pour permettre au Bénin de se hisser au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre, en collaboration avec les structures nationales compétentes, dans le strict respect des indicateurs sur l'égalité du genre suivis par la Banque mondiale. Cette rencontre vise à changer les opinions de ces experts ici réunis sur les acquis dans la perspective d'assurer une bonne appréhension des efforts fournis par le Bénin. Une occasion de porter à leur connaissance les évolutions enregistrées en matière d'égalité du genre au Bénin, au plan juridique et réglementaire, les instruments conçus pour faciliter la mise en œuvre, entre autres, des lois et politiques en la matière, la formulation des recommandations en vue d'améliorer la qualité des opinions des experts lors de l'évaluation WBL 2026 y compris. Permis au Bénin, au vu du dernier rapport WBL, d'obtenir des scores supérieurs aux scores moyennes relevés au niveau de l'Afrique subsaharienne. Ces résultats, bien qu'encourageants, n'occultent pas les défis qui restent à relever pour éliminer, en ces domaines, les barrières permettant d'atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est à cette tâche que continue de s'atteler le groupe de travail WBL. L'assistance a eu droit à une présentation détaillée des résultats de l'évaluation réalisée en 2024 sur le Bénin, suivie de 2 différents panels axés sur les acquis en matière d'égalité du genre au Bénin selon différentes approches. L'objectif est clair, hisser le Bénin au rang des pays les plus égalitaires en matière de genre en Afrique. Mardi 14 octobre 2025, Alain Orunla, préfet du littoral, est allé échanger avec les élus et les populations de la municipalité de Cotonou dans le cadre de sa tournée statutaire. Au menu des échanges, des questions qui touchent la vie des Cotonois et des solutions possibles. L'autorité de tutelle n'a pas manqué d'inviter les populations à accompagner les réformes entreprises par le gouvernement dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Comme rendu. Le préfet du département du littoral au contact des élus municipaux relevant de son aire de compétence. Alain Orunla entame ainsi sa tournée statutaire annuelle conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Une séance de vérité et de clarification. Quand on parle de tutelle, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les décisions prises par la mairie soient conformes à la loi et soient en cohérence avec le programme d'action du gouvernement auquel il peut subir. Et donc le préfet et ses services, ses collaborateurs veillent à cette cohésion. Rien d'autre, rien de plus, rien de moins. C'est pour cela que je voudrais rappeler les responsables de la mairie, que ce soit le secrétaire exécutif et ses services, qui ne sont pas toujours en connexion avec le SE, et rappeler également aux autorités politiques que l'objectif commun, c'est que nous tirions dans le même sens, c'est-à-dire que Cotonou reste la plus belle ville. Cette rencontre est une occasion pour les élus d'exprimer leurs préoccupations et attentes à l'autorité de tutelle. À son tour, le préfet du littoral appelle les uns et les autres à accompagner les réformes engagées par le gouvernement depuis quelques années pour booster le développement local. Le soutien au président de la République, ce n'est pas de passer au pupitre pour dire c'est un dur, c'est un grand. Ce n'est pas de dire qu'il est beau, que c'est un génie, alors que nous savons tous que les Béninois, c'est de travailler suivant la direction, le schéma qui est le sien. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Et je voudrais que ça se poursuive, quelles que soient
les acteurs à venir. Peut-être ils sont parmi vous, peut-être qu'ils viendront d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse avancer et c'est valable pour chacun de nous ici. Et ça évitera les errements, les balbutiements et les trébuchements. La séance a pris fin par des engagements des uns et des autres aux côtés du maire et du préfet pour le rayonnement de la ville de Cotonou dans tous les domaines. Améliorer la santé des populations à la base, c'est l'objectif que poursuit la Croix-Rouge béninoise à travers un nouveau projet dénommé Amélioration de la santé communautaire. Ce projet appuyé par la Croix-Rouge suisse vise à renforcer les soins de proximité dans 6 communes du pays. Voici les détails. Cet atelier consacre le lancement officiel du projet d'amélioration de la santé des communautés, un projet initié par la Croix-Rouge béninoise pour corriger les déficits constatés sur le terrain en matière de santé des communautés. Le projet est mis en œuvre dans les communes d'Ifanyi, des Agégués, de Cotonou, de Dogbo, de Djidja et de Soava. Nous travaillons dans l'accompagnement de la politique nationale en matière de santé communautaire pour nous assurer qu'au niveau le plus bas possible, là où l'État on peut ne pas aller, c'est que nous sommes là pour accompagner les communautés. C'est là que vous devez voir que ce projet intéresse aussi bien les femmes enceintes, les enfants et les personnes de 3e âge. Vous n'êtes pas sans savoir que les personnes de 3e âge sont nos chouchous. Nous devons les entretenir. Car déjà à la vieillesse, nous faisons face à plusieurs types de maladies telles que les maladies non transmissibles. À côté de vous, vous devez constater que les gens développent du diabète. Il y a des AVC que vous constatez, les cancers et autres. Mais c'est dû à quoi? La sous-information parfois, et nous n'améliorons pas l'hygiène autour de nous. Pour une mise en œuvre efficace de ce projet, la Croix-Rouge béninoise compte sur une multitude de partenaires. Nous travaillons avec les communautés à la base et les structures déconcentrées de l'État. Donc vous devez constater que les mairies sont représentées ici, les points focaux aux santé des mairies sont ici, nous avons les médecins-chefs et nous avons nos structures décentralisées également qui sont là. La Croix-Rouge béninoise aujourd'hui couvre tout le territoire national avec environ 12 600 volontaires sur tout le territoire national. Le projet d'amélioration de la santé des communautés est financé par la Croix-Rouge suisse. En tant que représentante de la Croix-Rouge de Belgique-Flandre, je suis toujours enthousiaste de découvrir que la Croix-Rouge béninoise peut solidifier ses partenariats avec tous ces différents partenaires, dont la Croix-Rouge suisse ici. Je pense que la Croix-Rouge béninoise a tous les outils en main pour atteindre les objectifs de ce projet, ensemble avec ses partenaires étatiques et autres. Donc je ne peux souhaiter que le succès de ce projet. Et globalement, pour le lancement, je suis très satisfait car ce n'était pas gagné d'avance, mais nous y sommes arrivés. Les participants ont répondu présents de façon massive et ont contribué à ce que les débats soient très enrichissants. Et nous espérons que les jours suivants, nous bénéficierons de leur accompagnement massif. Ce projet ainsi lancé va s'étendre sur 2 ans. Depuis plusieurs jours, la question du retrait du parrainage par Michel Sodino suscite des tensions au sein de la formation politique de l'opposition. Le premier vice-président du parti, les démocrates, Éric Rondeté, a adressé une lettre ouverte à son collègue député Michel Sodino. Dans ce courrier, il lui demande de reprendre contact et de remettre au parti la fiche de parrainage dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026. Le député Sodino justifie son acte. Il s'est exprimé dans une longue déclaration rendue publique ce jeudi 16 octobre 2025. Je vous invite à suivre à travers cet élément que nous propose Florence Bossa l'essentiel à retenir des lettres et les réactions des internautes sur la toile.
Depuis plusieurs jours, la question du retrait du parrainage par Michel Sodinou suscite des tensions au sein de la formation d'opposition. Éric Houndété indique dans une lettre être resté sans nouvelles de son frère et ami depuis 2 semaines, malgré de multiples tentatives de contact. Il affirme s'être rendu à 2 reprises au domicile du député. Revenant sur le contexte, le député rappelle que Michel Sodinou avait exprimé dès le 2 septembre 2025 ses réserves quant au processus de désignation du candidat du parti. Selon Éric Houndété, c'est à sa demande que son collègue avait finalement accepté de déposer son parrainage à la Sénat. Je te remercie de m'avoir écouté, écrit-il, tout en reconnaissant aujourd'hui que le refus actuel de Michel Sodinou de lui parler traduit une volonté d'éviter d'être à nouveau convaincu de remettre le parrainage. Tout en rappelant que les parrainages ont été obtenus au nom du parti, Éric Houndété concède à son collègue le droit d'exercer sa liberté et de parrainer qui il veut. Il insiste toutefois sur la responsabilité collective des élus au sein du parti. Il admet l'existence de frustrations internes et de désaccords entre certains cadres du parti, mais invite à les transcender dans l'intérêt du Bénin. Dans sa conclusion, Éric Houndété adopte un ton conciliant et lance un appel solennel à son collègue. « Je viens très humblement me mettre à tes genoux pour te supplier de remettre le parrainage au parti. » Le député Sodinou justifie son acte. Dans une longue déclaration rendue publique ce jeudi 16 octobre 2025, dans un texte dense et argumenté, l'élu justifie sa position dans la crise interne que traverse sa formation politique et met en garde contre une perte de repères démocratiques au sein du parti fondé par l'ancien président Boni Yayi. Michel Sodinou dit prendre la parole par devoir envers l'histoire et pour la survie politique du parti Les Démocrates. Il dénonce un mode de gouvernance interne qu'il juge fermé, centralisé et contraire aux valeurs fondatrices du parti. Selon lui, depuis le congrès de Parakou en 2023, les démocrates auraient progressivement glissé vers une gestion dominée par un cercle restreint où les décisions se prennent dans l'ombre sans consultation transparente. L'élu affirme que les principes d'ouverture et de justice qui ont présidé à la création du parti ont été étouffés. Il évoque notamment des discours à la limite du régionalisme et des pratiques de marginalisation de certains cadres qu'il assimile à une dérive d'un autre âge. Pour la présidentielle d'avril 2026, le député dénonce un processus de désignation de candidats qu'il juge verrouillé et déjà orienté. Selon lui, le nom de Renaud Agbodjo serait connu d'avance malgré les travaux inachevés de la commission de désignation. Il critique également la pratique de signature à blanc des fiches de parrainage imposées aux députés, estimant que cette méthode remplace la collégialité par l'obéissance. Michel Sodinou dit ne pas reconnaître le processus de désignation du duo présidentiel et se refuse à en être complice. Pour autant, il affirme rester fidèle au parti et à ses idéaux. Ce n'est pas un geste de rupture, c'est un acte de fidélité, écrit-il, tout en appelant à une refondation du parti sur les bases de la démocratie, du dialogue et du respect mutuel. L'élu conclut en lançant un appel à la jeunesse et aux militants à ne pas céder au découragement, promettant de continuer à défendre les valeurs de vérité et de justice au sein du parti. Cette actualité fait objet de grands débats sur la toile. Sur la page Facebook de Canal 3 Bénin, un nombre d'internautes l'ont commenté. Dans sa lettre à Michel, Éric Houndété reconnaît implicitement que le choix du candidat au sein du parti a été fait par exclusion, en invoquant une manœuvre d'exclusion que son interlocuteur aurait voulu éviter. Il admet l'existence de tensions internes et d'un processus de désignation contesté. C'est précisément ce que certains disaient depuis une semaine, mais que beaucoup refusaient de voir, aveuglés par l'émotion et la faveur partisane. Les faits donnent raison aux compatriotes qui soupçonnaient Éric Houndété et ses siens d'avoir un instrument pour l'adversaire politique au sein de son parti. Reconnaître ses forces et ses faiblesses est une qualité que doit avoir tout leader. Savoir là où on a trébuché permet de prendre ses responsabilités pour avancer. Il n'a pas fait de victimisation en accusant la mouvance
de tous les maux dont souffre son parti. Le plus grand tort ici revient aux responsables du parti, les démocrates, qui n'ont pas su prendre au sérieux les signaux envoyés très tôt par Michel. Au lieu de dialoguer sereinement avec lui, ils ont préféré les manœuvres et les tentatives d'influence, oubliant qu'on ne contrôle pas un homme de principe avec les calculs politiques à courte vue. Résultat, ils récoltent aujourd'hui les fruits amers d'un manque d'anticipation et de mauvaise gestion interne. Il est désormais clair que l'impasse que traverse le parti est aussi le reflet d'un déficit de leadership stratégique. Michel Sodinou, par son attitude, aura démontré que l'honneur et la rigueur ne se négocient pas. La démocratie interne exige écoute, respect et responsabilité. Les démocrates devront tirer les leçons de cet épisode qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans leur parcours politique. On parle à présent de la visite de la Chambre des métiers de l'artisanat de l'Île-de-France au Bénin. Pendant son séjour, la délégation française a parcouru plusieurs MPME pour s'imprégner du savoir-faire local en vue d'échanges de compétences entre les artisans français et béninois. Les précisions. Après leur séjour en France il y a quelques mois, c'est désormais au tour des artisans béninois d'ouvrir leurs portes à la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Une immersion au cœur de plusieurs instituts de beauté. Malgré la forte expérience de la Chambre de métiers de l'Île-de-France qui a eu l'occasion de fêter les 100 ans d'existence, que pour eux aussi, ils ont beaucoup de choses à apprendre. C'est pour cela d'ailleurs le président a effectué avec ses techniciens à côté et en plus des apprenants en fin de formation, accompagnés par 3 professeurs qui les encadrent. Dans ces instituts de beauté, le président de la Chambre des métiers de l'artisanat d'Île-de-France et sa suite s'imprègnent du quotidien des artisans. Une visite appréciée des hôtes de Cotonou, ravis de partager le savoir-faire local. Et on apprend aussi aux apprenants d'utiliser du début du soin jusqu'à la fin des produits naturels. Cette séance d'échange est vraiment une belle occasion pour nous d'apprendre et de donner. Même ambiance d'échange et de découverte au centre Boucle d'Or. Ici, il faut la pratique et la théorie. Pratique et théorie pour ici. Si. Et après, ils vont dans d'autres salles. Si moi, je me cherche un peu partout, je vais jusqu'en Chine pour aller apporter pour ici. Je vais à Dubaï, je vais en Turquie pour aller un peu partout pour ramener de la connaissance pour mon pays. Mais j'ai besoin encore plus des collègues qu'on va s'associer pour avancer, aider nos enfants pour que notre pays puisse mieux se développer. Si cette délégation française n'est composée que d'une quinzaine de professionnels du domaine de l'esthétique, l'objectif de cette visite est d'ouvrir la collaboration avec d'autres métiers de l'artisanat. J'ai eu l'occasion de visiter un petit peu les alentours de Cotonou et ce qui m'a le plus surpris, c'est la diversité de structures type artisanale, petite PME et c'est vraiment un pays en émergence et je pense que nous avons tout à gagner à échanger. On sait faire la même chose mais on a des petites différences et le but de mon voyage c'est justement de combler ces petites différences sur le plan bien sûr de l'esthétique, de la coiffure, de l'onglerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. À l'occasion de cette visite, ce sont les bases de nouvelles expériences d'apprentissage mutuel au contact de leurs homologues béninois qui sont posées. Cette délégation a également été reçue au cours de son séjour par Conrad Baguidi. La délégation avec à sa tête Francis Dubrac a échangé avec le président du CES autour de plusieurs sujets. Le point à sa sortie d'audience. Alors tout démarre en fait d'une visite de vos institutions économiques qui sont venues à Paris, au Conseil économique et social, aussi à la Chambre régionale d'Île-de-France. Et c'est à cette occasion que les premières idées de relations se sont tissées et que nous avons
tout de suite imaginer un premier voyage de jeunes béninois dans nos institutions et dans nos centres de formation pour commencer à voir comment on pouvait travailler ensemble. Tout ce monde se rencontre et regarde ensemble sous l'égide de la Chambre de métiers béninoise, et j'en remercie son président qui nous a très chaleureusement accueillis et qui nous a facilité ce séjour. Nous avons commencé à tisser des liens importants qui nous mettent l'idée dans la tête de continuer sur d'autres types de formations, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que nous avons des compétences communes, mais nous avons des différences d'appréciation ou de connaissances culturelles, et que c'est ces trous-là qu'il faut que l'on comble ensemble. Ce qui nous anime, c'est l'enrichissement des compétences, et c'est pour ça que la CMA du Bénin nous aide beaucoup. Et le président du Conseil économique et social du Bénin est là pour coordonner, pour aider à cette dynamique, et il nous regarde avec attention. Et on sait que grâce à lui, on aura tous les appuis possibles pour performer ces échanges qui vont certainement se renforcer vers d'autres domaines. Un nouveau cadre d'études pour les étudiants de l'École supérieure du management ESM Bénin dans la ville Carrefour. Après 4 années d'activité en location, enseignants et apprenants rejoignent un site propre à l'université. Le bâtiment répondant aux normes et standards exigés a été inauguré et officiellement mis en service cet hiver lors d'une cérémonie qui a mobilisé du monde. Imet Hélène Amoussou. Présente dans la ville Carrefour depuis 4 ans, l'École supérieure de management ESM Bénin change de statut de simple occupant. Les membres de l'administration, de même que les étudiants, vont désormais poursuivre les activités académiques sur leur propre site. Implanté devant l'usine de la Société de développement du coton, le nouveau campus a officiellement été inauguré et mis en service à la grande satisfaction de tous. Construit avec soin dans une vision stratégique. Ce campus que nous inaugurons est bien plus qu'un bâtiment. Il est le symbole de la maturité et de la solidité de notre institution. Il répète la détermination de notre leader charismatique à offrir à ses étudiants un cadre moderne et propice à l'épanouissement intellectuel et humain. Majestueusement dressé au bord de la voie inter-État Cotonou-Parakou, le nouveau bâtiment se distingue de par son architecture moderne et des équipements adaptés aux exigences de l'enseignement supérieur. L'immeuble est de type R+1. Il comprend 3 grandes salles polyvalentes, 5 bureaux administratifs, une dizaine de salles de spécialité, une infirmerie, une salle multimédia, ainsi qu'une cuisine d'application pour la filière hôtellerie, tourisme et restauration. Merci pour ce chef-d'œuvre qui vient, comme vous pouvez le constater, améliorer le bâti urbain de Boycon. Désormais, nous pouvons dire que Boycon également a un campus ESM en plein cœur de la ville. De 2007 et aujourd'hui en 2025, ça fait globalement 18 ans, n'est-ce pas? Et de un site, il en est arrivé à 12. Mon frère Zidore, chapeau bas. Bravo. Félicitations. Créé en 2007, ESM Bénin s'est imposé en matière de formation managériale, économique et professionnelle. Les résultats aux différents examens nationaux témoignent de la rigueur et de la qualité de l'enseignement qui y est dispensé. Le classement par ordre de mérite aux examens nationaux de licence 2023, le dernier classement d'ailleurs, a confirmé les résultats élogieux obtenus depuis des décennies. C'est ainsi que l'École supérieure de management a confirmé son leadership. Avec cette inauguration, le promoteur donne une fois encore la preuve de son engagement et sa détermination en faveur d'une éducation de qualité et accessible à tous les jeunes. Je l'annonçais également en titre le lundi 14 octobre 2025. Cela faisait 10 ans déjà que le général Mathieu Kérékou a été rappelé à Dieu. Pour honorer la mémoire de ce grand homme d'État, la famille Kérékou a initié une veille de prière à la résidence familiale du défunt à Natitengo. Ensuite, une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengo le 14 octobre, avant de se recueillir au mausolée du général Caméléon, si au quartier d'Assagate à Natitengo, à la Sanarona. Une veillée de prière ce lundi 13 octobre 2025
à la résidence familiale du feu général Mathieu Kérékou au quartier Bagri à Natitengo. C'est le premier acte de la série de manifestations entrant dans le cadre de la commémoration de l'an 10 du décès du général président. Sous les animations des chorales des jeunes Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la cathédrale et celle Ouama Sainte-Anne de Natitengo, la famille et les proches du feu général président ont veillé pour implorer le Seigneur pour le repos éternel de ce grand homme d'État. L'homme qui nous réunit ce soir n'est plus à présenter. Pour me résumer, je dirais simplement que c'était un homme de foi. Un croyant, un fervent croyant, un chrétien convaincu. Quelqu'un qui sait qu'il y avait une vie après la mort. Je voudrais reprendre vos paroles au début de cette célébration, celle de féliciter les enfants du général pour cette heureuse initiative qu'ils ont prise. Dans la matinée de ce 14 octobre 2025, une célébration eucharistique à la cathédrale Saint-Sauveur de Natitengo sous la direction de l'évêque diocésain Monseigneur Antoine Sabibio. Devant les membres de la famille du défunt et les populations venues honorer la mémoire du grand camarade de lutte, le père célébrant a une fois encore rappelé les qualités d'homme d'État de ce digne fils de Kouarfa, endormi dans la paix du Seigneur il y a une décennie. Aujourd'hui, je suis là pour dire au nom du diocèse de Natitengo merci à tous ceux et celles qui ont pris de leur temps pour être ici. Il était un homme d'État. Merci à Dieu qui nous l'a donné. Il a repris. Que son nom soit glorifié et que de là-haut, il continue de nous inspirer les vertus d'unité. Cher papa, nous célébrons ce jour, 14 octobre 2025, en ta mémoire, le 10e anniversaire de ton rappel à Dieu. Nous nous souvenons de cette journée fatidique du 14 octobre 2015 qui manifestement ne présageait rien de ton rappel à Dieu. Au mausolée du feu président Mathieu Kérékou, au quartier d'Assakate, l'émotion était à son comble au pied de la tombe de l'homme du 26 octobre 1972. Tam-tam mortuaire, suivi des danses waouh, Otamari et Batonou ont agrémenté ce moment de recueillement. Et voilà Kebouk, ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon moment en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.